Il était une fois une intense bataille où deux épéistes se battaient à mort dans ce qui semble être un combat. L'un d'eux dit à l'autre qu'il est certainement digne d'être appelé l'empereur de l'épée. Cependant, ce nom s'arrêterait là. En utilisant une compétence, une sorte de sphère violette apparaît dans la paume de sa main, tandis que l'autre, le samouraï, mentionne qu'il a baissé sa garde, mais il a aussi atteint son objectif final et demande à l'autre de le tuer, le défiant. Celui-ci n'hésite pas une seconde et l'attaque avec une énorme puissance. Il lui dit qu'il se montre dur, inutilement. Cependant, il est soudainement choqué lorsqu'un troisième samouraï apparaît sur les lieux et dévie l'attaque qui visait le vieil homme. Celui-ci dit qu'il s'excuse d'arriver en retard et qu'il s'occuperait des choses à partir de maintenant. Il se jette sur le type, tandis que le vieil homme lui accorde toute sa confiance. Le méchant, d'un autre côté, se demande qui diable est ce type, et celui-ci lui répond qu'il est là pour en finir avec lui. Avec la fée lunaire, qui est un méchant et porte le nom d'épéiste, celui qui fend la lune. Une forte aura puissante commença à se dégager de lui, prenant la forme d'un dragon, frappant, la fée. Ce même jour-là, les cieux ont déversé 9 fils d'énergie de cette épée. 6 ans plus tard, nous nous trouvons dans le manoir Waryung, où un petit garçon est brutalement frappé par une fille. Elle lui dit qu'il est très faible et qu'il se lève, puisque ce même jour, quelqu'un d'important arrivera au manoir. L'enfant effrayé lui répond que oui. Elle lui mentionne qu'il ignore effectivement ses instructions de nettoyer en profondeur le jardin arrière en s'assurant qu'il n'y ait pas de feuilles. Il lui répond ce n'est pas son cas. La fille lui mentionne qu'elle l'ignorait effectivement parce que ce n'est pas sa vraie mère. Le garçon, encore effrayé, lui dit que ce n'est pas son intention, mais malgré tout, la fille lui dit que c'est bien son instruction, viendrait de sa vraie mère, qu'elle l'a abandonné à sa naissance. Je ne l'avais pas ignoré. Ou dans ce cas, j'aurais vraiment écouté mon père, qui était enfermé dans la chambre pendant 6 ans. Le garçon continuait à nier, mais la fille était tellement en colère qu'elle répondait par des coups pendant qu'il est observé depuis un coin par ses frères. Mais quelqu'un le regardait d'une manière différente. D'un autre côté, les visiteurs arrivaient et disaient qu'ils allaient rencontrer le frère juré de Jeon, Chico, qui est assis sur le chariot. On peut parler du pouvoir de Jeon et ils disent qu'il est si puissant, qu'il est même reconnu par un épéiste de haut rang et que ses compétences sont quelque chose de très difficile à voir et que s'il n'avait pas été là, ce vieil homme serait mort. Mais malgré tout, il avait perdu l'une de ses épouses. Il en avait déjà 2 et l'une est morte en accouchant, tandis que l'autre est restée. C'était la fille qui frappait pauvre Chico il y a quelques instants. Il était dévasté car il ressentait un amour spécial pour sa première épouse, à tel point qu'il s'est enfermé pendant 6 ans après sa mort. La fille frappait le garçon et lui avertit de ne pas se laisser voir par les visiteurs. Lui, effrayé, lui dit de ne pas s'inquiéter car il va se cacher. Soudain, elle est interrompue par la nouvelle que son maître est sorti de l'enfermement, ce que sa femme n'a pas réussi à faire malgré ses supplications, et il le fait pour recevoir une visite importante. La visite arrive, et ce garçon, Nagon, lui dit qu'il a beaucoup entendu parler de lui, tout en se plaignant de son apparence, car il avait l'air très amaigri. Quand il s'apprête à présenter l'une de ses filles, elle disparaît. L'épouse interrompt tout et se présente avec ses enfants, les invitant à entrer pour se reposer. La mère dit à l'une de ses filles de chercher Nagon, car elle doit certainement lui faire une très bonne impression. D'un autre côté, le garçon ne pouvait plus supporter de se cacher. Il était très fatigué. Étant donné qu'il s'est juste endormi et qu'une ombre apparaît, il pensa que c'était la fille et il s'excusa. Cependant, ce n'était pas elle. Dans la scène, le vieil homme et les autres sont en réunion et parlent du mariage de leurs enfants. De la douleur ressentirait d'eux s'ils se marient l'un avec l'autre. La mère, d'un côté, dit que s'il le veut, sans hésiter, car la famille qui lui propose cela est très importante. Pouvoir et richesse. Vous savez ces problèmes de gens riches? Cependant, Jeon lui dit que c'est une très bonne offre et qu'il est engagé à cause d'elle, mais il veut que ses enfants choisissent avec qui se marier, ce qui laisse sa femme et les autres un peu perplexes. L'épouse le maudit en secret et lui dit à quel point il est inutile. Après avoir discuté un moment et qu'il lui explique qu'il ne peut pas utiliser sa technique des 9 cieux à cause de son physique, il commence à tousser. Tout le monde à la table s'inquiète car il avait l'air normal. Jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, appelle à l'aide. Pendant ce temps, cette fille cherche Madame Jeon jusqu'à ce qu'elle voit sa sœur poser des questions à un garçon. Un épéiste dit qu'il est celui de la nuage bleu et qu'il tue tous ses ennemis qui se mettent en travers de son chemin.
Le garçon lui dit qu'il est bien de la nuage bleue, mais qu'il ne tue pas n'importe qui comme un fou. Cependant, sa sœur arrive juste pour lui faire des reproches, car elle pose des questions de mauvais goût, mais ce garçon ne se dérange pas, elle s'excuse les deux. Mais ce garçon cherchait aussi sa sœur pour se faire ami avec elle. Et ils vont chercher. D'un autre côté, nous voyons le garçon émacié qui était inquiet parce qu'une belle fille l'avait vu. Il essaie de fuir, mais la fille, d'un mouvement rapide, le fait asseoir et elle se rend compte que c'est le fils de Géon qui est maltraité par sa mère. Elle se rend compte qu'il souffre beaucoup et lui dit qu'il la protégera. Il se met à pleurer, car personne ne s'était soucié de lui. Jamais. La fille l'emmène dehors de la petite mansion par un trou qu'il y avait. Ils s'échappent au village pour passer le temps. Pour la première fois, ce garçon n'est pas traité comme une poubelle. Au contraire, la fille a commencé à donner à manger des aliments inconnus. Cependant, il sourit. Chaque fois qu'il le voyait et qu'il avait l'air heureux, ce garçon était enfin traité comme il se doit. Cependant, le bonheur n'a pas duré longtemps, car des soldats arrivent à la recherche de la fille, absente du temple. Mais en voyant cela, elle prend la main du garçon pour ne pas la lâcher, car elle a dit qu'elle allait le protéger. D'un autre côté, les deux vieillards parlaient, car l'un d'eux s'était réveillé, mais il était dans un état très mauvais. Pour ne rien arranger, il est déçu, car il était autrefois très puissant et maintenant il ne peut même pas éviter de s'évanouir. Le vieil homme de l'autre famille lui dit qu'il doit maintenant se préoccuper de se rétablir et qu'il ne doit pas forcer les choses et qu'il n'est pas faible, légèrement. Celui-ci lui dit que comme une légende, il peut être dans cet état et l'autre lui répond qu'il devrait peut-être avoir honte de lui et lui parle de son pouvoir. Il lui dit que, en fait, son pouvoir avancé se transmet par une sorte de miroir. Cependant, il n'est plus reflété. Il est dans un si mauvais état qu'il dit au vieil homme que ses derniers mots doivent être de prendre soin de ses enfants. Il lui parle aussi de son frère, qui a eu un fils, qui lui ressemble beaucoup. Cependant, il n'a pas daigné le connaître, car il pense qu'il va le haïr, lui. Il sait que ce n'est pas de sa faute s'il est décédé. Mais malgré tout, c'est pathétique. Le vieil homme, autre côté, lui dit d'arrêter de dire des bêtises, mais il le disait sérieusement, puisque sa dernière demande était de prendre soin de ses enfants avant de mourir. Cette même nuit, les soldats arrivent avec la fille et l'autre qui a l'air épuisé et ils sont inquiets. Mais la mère feint un faux amour pour le garçon et remercie l'autre de l'avoir trouvé. Cependant, elle sait que tout ce qu'elle dit est une farce ou un mensonge, lui lançant un regard plutôt froid. Lorsque ceux-ci s'en vont, la mère du garçon lui dit qu'elle le punira dès que les autres seront partis. Cependant, le frère de la fille avait remarqué quelque chose. Elle lui tenait la main fermement, quelque chose qu'elle ne faisait pas très souvent. Les jours passent et tout change par la mort du vieil homme. Cette fille prend le pouvoir du manoir. Elle engage même un nouvel ordre qui sera dirigé par elle, appelé l'escadron du Tigre Blanc. Cette fille ne voulait que pouvoir richesse. Elle cherche comme une folle ce livre de compétences avancées, mais elle ne le trouve pas. Cependant, il a convoqué une réunion avec tous ses hommes et a ordonné qu'ils enferment l'enfant. Et le pauvre enfant, il l'enferme dans une cabane en bois, très mal conçue. Il continue, traité en poubelle. Ils ont vraiment le culot de lui dire de le faire en hommage à son père décédé. Garçon demandait de l'aide, mais n'était pas entendu. Il avait très peur et froid. Il voit un objet briller au loin de la cabane, mais il n'ose pas s'en approcher et s'endort. Le lendemain, son maître est interrompu par le petit déjeuner, qui est très mauvais. Le garçon voulait être bien traité et manger quelque chose de délicieux. Il faisait jour, il n'avait pas peur et alla voir ce qui brillait dans la nuit, pour se rendre compte que c'est un miroir qui s'identifie à lui, car lui aussi a été abandonné. Quand l'enfant se regarde dans le miroir, son reflet fait quelque chose involontairement. Effraie et demande de l'aide. Quelques mois plus tard, l'hiver était déjà arrivé. Il faisait assez froid, que même les soldats ne pouvaient le supporter. Ils disaient que ce garçon mourrait dans peu de temps et qu'ils étaient surpris qu'il ne l'ait pas déjà fait. Même les rations de nourriture lui avaient été coupées, ce qui accélère encore plus sa mort. Le protagoniste, qui avait faim et froid, était assis dans un coin de ce magasin crasseux. Le reflet dans le miroir a sa propre vie, mais notre protagoniste n'a plus peur. Peut-être parce qu'il n'a pas d'énergie. Pas du tout, même pas vraiment pour ressentir quelque chose comme de la peur. Le reflet essayait d'amuser notre protagoniste, mais disait qu'il se sentait comme s'il allait mourir. Car il se sent très affaibli. Comme si c'était pas assez, il a trop froid. Il regrette de ne pas avoir vécu une vie si belle. Cependant, le reflet commence à faire une sorte de technique de combat. Le protagoniste s'envoie.
Il ne sait pas quoi dire, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il avait déjà vu ces techniques quelque part. Celui-ci, après le combat, se sent bien. Après avoir tant souvenu, il se rend compte que les techniques ses frères utilisaient. Comment ce reflet connaisse l'art martial de sa famille? Le reflet continue d'imiter les techniques, et notre protagoniste n'a d'autre choix que de suivre le reflet, car ces techniques dégagent une chaleur corporelle qui pourrait l'aider à ne pas mourir de froid. Alors, il commence à imiter les mouvements au rythme de son reflet qui a pris sa forme, quelques instants. Ainsi passent les mois, un après l'autre, jusqu'à ce qu'il obtienne la chaleur corporelle. Il est très heureux de l'avoir réussi, mais son reflet lui dit qu'il doit continuer à s'entraîner. Le protagoniste ne voulait plus parce que son objectif était de ne pas mourir. Congelé. Le reflet commence à montrer des techniques inédites, très avancées. Les protagonistes connaissaient. Il sait même que ses frères n'ont pas réussi à maîtriser ces techniques. Il commence à suivre son reflet. Mais temps passe et il n'y parvient pas. Il essaie, mais importe combien il essaie, il n'obtient rien. Son reflet se moquait de lui et il était déjà agacé de ne pas y arriver, jusqu'à ce qu'il couvre le miroir et il dit qu'il va s'entraîner tout seul. Cependant, son reflet lui dit qu'il va l'aider. Après des années, notre protagoniste sait comment cela fonctionne, car son reflet lui avait montré 900 mots qui étaient le secret pour maîtriser la technique. Il devait mémoriser cela et, après des années et des années de pratique, il parvient à mémoriser les 900 mots qu'il lui avait dit. Mots suivis de la technique. Après 10 ans, le protagoniste est enfin capable de maîtriser cette technique, débloquant certaines compétences, mais il ne la maîtrise évidemment pas encore. 10 ans passent et le fils de la nouvelle maîtresse du clan revient avec une très bonne expérience en combat. Tout le monde autour avait beaucoup grandi. Leurs apparences avaient beaucoup changé depuis la première fois, car avant, ils n'étaient que des enfants. Évidemment, cependant, la fille qui avait le plus changé était celle qui avait aidé notre protagoniste. Elle ressent encore du ressentiment envers la vieille femme, qui sait qu'elle a découvert certaines choses à son sujet. La fille ne la supporte pas, son hypocrisie fausse lui donne des nausées et elle l'ignore. En entrant dans le manoir, en cherchant le héros, la vieille femme savait où elle allait être. Alors, ordonna à l'un de ses gardes de ne pas approcher de l'entrepôt où le héros était censé se trouver. Quand même, le garde, elle lui dit que ce n'est pas le bon moment pour lui dire ça. Comme cela faisait qu'elle n'entendait pas de bruit venant de l'entrepôt, elle a vu que le garçon s'était échappé. Ce qui a surpris Femme, elle est restée figée en apprenant la nouvelle. Nous nous situons un jour avant, où notre protagoniste est heureux d'avoir enfin réussi à maîtriser la technique. Il a un look plus masculin. Il a beaucoup grandi. Il saute de joie pour la maîtrise de sa nouvelle technique et il demande à son reflet, qui est très fier de lui, qu'il lui enseigne. Technique suivante. Il le regarde fixement et lui montre vers le haut, lui indiquant qu'il y a un trou dans le plafond. Le protagoniste est surpris. Il regardait le ciel pour la première fois après 10 ans. Quelque chose qui lui a paru très beau. Et il est monté sur le toit en admirant le magnifique paysage de toute une ville. Il lui dit à son reflet de monter le voir, mais celui-ci avait déjà disparu. Pendant notre protagoniste regarde le ciel, ses reflets changent. Maintenant, les silhouettes d'une femme étaient là, mais il ne s'en était pas rendu compte. Et une parenthèse, pour vous dire que c'est étrange, rester là pendant 10 ans dans prison. Mais imaginez maintenant, pauvre petit, non, imaginez que vous êtes coincé quelque part pour faire vos besoins. Où vas-tu faire tes besoins physiques? Je me pose toutes ces questions. Tout ça est joli. La manière de shonen des combats des arts martiaux, tout ça non? Mais imaginez les besoins. Où allez-vous les faire? Je veux dire, dis-moi dans les commentaires où tu l'aurais mis. Vos besoins physiques? Caca? Continuons avec cette histoire. Revenons au présent. La vieille dame avec d'autres soldats entre dans l'entrepôt où voit le protagoniste n'est pas là par où il s'est échappé. Un des soldats suggère qu'il faut organiser une escouade pour aller le chercher. Cependant, la mère lui dit qu'il n'est pas nécessaire de le faire, de laisser échapper ce malheureux du clan qui lui a donné à manger toute sa vie, supposément. La mère est confiante qu'il va mourir très bientôt, puisqu'il s'agit d'un enfant de 6 ans enfermé dans le corps d'un adolescent, ce qui lui donne la confiance qu'il va mourir bientôt de faim ou qu'il va tomber malade et ne saura pas se soigner. Puisqu'il n'a pas eu de contact avec la société, son esprit n'a pas du tout changé. Dans le temple, on parlait de la fuite du protagoniste. L'un de ses frères racontait comment il s'était échappé et qu'il ne savait pas comment se défendre là-bas. Cependant, soudain, la fille qui avait aidé le protagoniste à voir ce qui se passait arrive, car on lui avait dit que la pièce où elle se trouvait était celle que le protagoniste utilisait auparavant. La vieille femme lui dit qu'il travaille dur pour retrouver son fils. Elle avait déjà envoyé une escouade.
Pour qu'il le retrouve, elle dit qu'elle est très inquiète, car il ne sait pas se débrouiller tout seul, ce qui est un mensonge complet, puisque cette fille sait qu'elle est une hypocrite et qu'elle ne faisait rien pour le protagoniste. Au contraire, elle était la cause de tout le mal qui était arrivé au protagoniste. Cependant, elle commence à déduire la chambre. Il s'avère que les couvertures qu'il avait sur lui n'avaient pas été utilisées et pour couronner le tout, la chambre était dans un état d'abandon, ce qui signifie que personne n'y avait dormi depuis des années. Et elle ignore la vieille femme et s'en va. Mais le fils lui raconte ce qu'elle a fait à son frère, car la fille agit de manière très étrange. Puisqu'elle agit ainsi contre quelqu'un, c'est qu'elle a quelque chose contre cette personne, comme si elle avait été coupable de quelque chose. La vieille femme lui dit si elle pense qu'elle a tué le protagoniste. Elle lui dit de ne penser ça, mais il est maintenant étrange que fille soit comme ça, ce qui suscite des soupçons que sa mère soit coupable de quelque chose. Et pour susciter plus de soupçons, la mère a dit à son fils que le protagoniste ne dormait pas là. Pour cela, il lui avait dit auparavant que oui. Il se dirige vers l'endroit où se trouve la fille, qui était dans l'entrepôt, là où se trouvait le protagoniste. Il était surpris, car c'est l'endroit le plus reculé de tout le temple. Cependant, elle s'est rendue compte que dans cet entrepôt en ruine et malodorant, couvert de saleté, l'enfance d'un petit garçon avait été arrachée et elle va le signaler à ses parents. Évidemment, quelque chose qui déçoit le garçon, car il perdra tout respect envers son clan et envers lui. Mais malgré tout, c'est ce qu'il mérite pour ne pas avoir aidé son frère. Nous voyons le protagoniste se promener dans la ville, voir comment tout a changé. Il voulait partir une bonne fois pour toutes, mais il voulait voir comment sa ville avait changé. Cependant, il entre en collision avec un homme qui le reconnaît instantanément, car c'était le même homme qui l'avait enfermé dans ce hangar 10 ans auparavant. Mais il ne l'avait pas encore reconnu. Mais pour son malheur, il lui dit que son visage lui est familier et qu'il avait besoin de son identification. Et le protagoniste, il savait que s'il découvrait ce qu'ils avaient fait, il serait renvoyé dans cet entrepôt, se sentant obligé de courir pour ne pas être enfermé. Pourtant, il est poursuivi le soldat. Le protagoniste sait que ce type est très rapide et à ce rythme, tôt ou tard, il sera rattrapé. Le protagoniste court, mais il est presque attrapé. Il avait le soldat sur ses talons. Le protagoniste refusait puisque sa mère le punirait sans pitié, évidemment, il ne voulait pas souffrir de faim ou avoir froid. Tout à coup, il a le soldat derrière lui et il ne veut pas retourner là-bas. Il feinte et prend un peu d'avance. Le protagoniste sait qu'il y a une porte pour sortir de la ville et il la trouve. Cependant, le soldat continue poursuivre. Notre protagoniste voit la porte se fermer. Cependant, il dit qu'il peut se glisser. Le soldat ne le laissera pas s'échapper, car sa façon de fuir lui révèle qu'il a fait quelque chose de mal. Le protagoniste se glisse, mais le soldat est coincé, sur le point d'être écrasé par la porte tombe et le soldat semble être mort. Et non, le soldat voit comment le protagoniste a tenu la porte d'une seule main et lui demande s'il va bien. Surpris, il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il ne le cherchait pas. En signe de remerciement, il est surpris de la force qu'il a, et il se souvient d'un dicton, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les vieilles dames ni les enfants dans leur ville, car elles peuvent être des personnes très puissantes. Elles ne semblent pas, comme c'était le cas pour ce soldat qui n'est toujours pas surpris par la force du protagoniste, il n'est pas mort. Pendant qu'il voit le protagoniste partir dans les montagnes, le protagoniste s'en va dans les montagnes, mais il a faim car il a passé une journée entière sans manger. Le protagoniste sait qu'il est dangereux de manger quoi dans les montagnes, mais malgré tout, il avait très faim et il ne veut pas mourir ou s'évanouir pour qu'une bête le mange. Il prend un champignon, sa couleur est jolie, semble délicieux, il se met à le manger. La nuit tombe, notre héros se sent mal. Il vomit avec une douleur à l'estomac et il est trop étourdi. Il ne peut pas s'évanouir, car une bête va arriver et le mangera. Où ça lui semble, il tombe doucement au sol les yeux mi-clos. Il sait que la situation est très mauvaise, car quelle bête pourrait arriver et en faire son dîner? Mais des garçons arrivent qui sont effrayés en voyant le corps du protagoniste étendu, car il a l'air très mal. Ils disent que c'est la première fois qu'ils voient quelqu'un de plus à bout qu'eux. Ils parlent de l'emmener et de le faire. Payés pour sa salvation sont rares dans l'organisation. Ils pourraient l'adopter comme leur protégé. Ils l'emportent. Notre héros a des visions d'une fée, jusqu'à ce qu'il se réveille et voit tous ces garçons révélés voleurs. Ils lui disent que sans eux, il serait déjà mangé par une bête. Le protagoniste les remercie, mais ils lui disent qu'il doit les payer. Le protagoniste leur dit qu'il n'a rien et sa façon de parler les surprend, car il parlait comme un enfant de 6 ans. Bien qu'ils déduisent que son corbeau semble avoir 16 ou 17 ans, il leur offre nourriture, disent qu'il les rejoint. Le chef emmène le héros dehors et dit que désormais, apprendre à être un voleur,
Le protagoniste lui dit non, qu'il ne peut pas être ce genre de personne, et celui-ci lui donne une leçon de vie. Il dit là que s'il veut continuer à vivre dans la misère et être traité comme une merde, il doit obtenir une vie tranquille et être respecté, valorisé. Pour ses efforts, les pièces commencent à s'assembler. Pour le protagoniste, son cœur commence à se fissurer. Pendant des années, il a subi les punitions, les mauvais traitements de sa belle-mère, quelque chose que le chef a remarqué. Le protagoniste commence à éprouver un sentiment inédit. Ce sentiment était celui d'être vivant. Le chef dit à notre protagoniste que tout ce territoire montagneux appartient à son groupe, qui en est le souverain, et il mentionne au protagoniste que s'il s'efforce, peut-être qu'un jour il pourra être l'un d'eux en tant que gouvernant. Pour la première fois, le protagoniste sent que quelque part il lâche un cri qui réveille en lui les puissantes capacités des 9 cieux. Le chef est surpris, il est surpris par son cri. Il lui enseignera les arts martiaux, le remercie, et ainsi le protagoniste les rejoint. Ils lui ont appris à survivre, ils lui ont enseigné des techniques de combat. Enfin, il était accepté quelque part et n'était pas traité comme un chien. Même tous les garçons le traitaient comme leur frère. Notre protagoniste riait et s'amusait avec ses nouveaux frères. La vie du protagoniste a changé pour le mieux, même s'il a aussi ses mauvais jours, car les nouveaux frères de notre protagoniste n'étaient de rang commun. Ainsi, ils arrivaient gravement blessés, sérieusement endommagés. Mais malgré tout, ils avaient toujours un sourire, profitant des petits luxes que la vie leur offrait, en prenant chaque jour avec enthousiasme, plus joyeusement que le précédent, et le protagoniste était heureux avec ses nouveaux frères. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a longtemps, un type apparaisse, qui était un bandit avant. Ceci n'était pas si craint, car le nom n'incluait pas autant de peur. Cependant, ce type semblait provoquer la peur dans le corps des autres. Ses compétences étaient supérieures, en battant tous ceux qui se trouvaient devant lui, et même en faisant partie du groupe des lames fortes, avec des maîtres, des bandits formant ainsi la Légion des bandits. Les frères du Prota demandaient à rejoindre cette légion, à ce vieil homme et à ce garçon qui étaient les chefs de cette redoutable légion. Mais ils ne voulaient pas, ils ont catégoriquement refusé, car même le groupe n'atteignait pas la limite de membres, ils refusaient d'accepter, jusqu'à l'un d'eux dit à réfléchir, puisqu'ils sont les gouvernants d'une propriété très fréquentée, donc plus de cotisations, même s'ils veulent le faire disparaître. Cependant, s'ils ne le payaient pas, la cotisation principale de la Légion des bandits, ils se fâcheraient tellement qu'ils les tueraient. Grâce à cela, tout le monde est accepté, mais à condition qu'ils cherchent d'autres membres pour remplir l'un des critères, ils deviennent très heureux et commencent à célébrer, sans savoir ce que ces derniers avaient en tête. Ils ont cherché les autres membres et notre protagoniste a fait ses devoirs, bien qu'il veuille les accompagner dans leurs aventures car il en a assez de faire ses devoirs. Néanmoins, il se rappelle qu'il le fait pour aider ses frères et se remet à faire ses devoirs, respectivement. Le prota les fait et lui reste du temps libre. Il ne sait pas quoi en faire. Il se rappelle que s'il veut aller avec ses frères, il doit être fort. Il s'entraîne, utilisant ses acquis dans l'entrepôt. Il s'avère que le protagoniste avait éveillé ses compétences grâce à ses sentiments accumulés, mais il ne le sait pas. Les frères de notre protagoniste arrivent avec d'autres candidats, qui sont 2 garçons et une fille, et qui sont aussi des fugitifs. Le leader annonce qu'ils font partie de son groupe, qui appartient à la Légion des bandits. L'un d'eux dit que fort, ils peuvent monter en grade. Le leader lui répond que bien sûr que oui, ils peuvent même se battre contre les autres. Et celui qui gagne, évidemment, montera en grade. Et le perdant deviendra le frère cadet du gagnant. Le protagoniste, le 7e frère, est défié par ce garçon qui veut se battre avec lui, puisque sa vibe est mystérieuse, ce qui le renforce. Les frères de celui-ci pensent qu'il est risqué de faire combattre le protagoniste avec lui. Cependant, il avait déjà été accepté pour partir en mission avec eux. Et s'il perdait, il ne pouvait pas sortir explorer. Il accepte le combat. Le protagoniste et le garçon s'affrontent et le combat commence. Le garçon lance son premier coup et notre protagoniste l'esquive et attaque. Mais il y a un problème. Il est habitué à se battre avec une épée et reçoit un fort coup de la part de son rival. Il est en train d'être frappé, le rempli d'une telle colère qu'il frappe au visage de l'autre garçon. Cependant, il est surpris, mais ce n'est pas suffisant, donc il reçoit coup après coup, laissant notre protagoniste à terre. Le type se déclarait vainqueur, mais le protagoniste n'était pas encore épuisé. Alors il le pouvait. Il se leva. Le garçon est impressionné, car ses coups sont puissants pour envoyer un garçon plus âgé à l'hôpital. Mais le protagoniste ne savait pas qu'il était fort, car il ne savait pas comment utiliser sa force. Cependant, le garçon attaque soudainement et le protagoniste lui assène un fort coup qui le fait tomber. Personne n'avait vu comment il l'a vaincu. Cependant, il s'était content qu'il les gagne.
Un des garçons veut lui enseigner des techniques d'épée, car il pense qu'il est très faible avec ça, ce qui est totalement faux, comme nous l'avons vu précédemment. Puisque sa spécialité, c'est bien sûr les épées. Le protagoniste murmure et écoute sa technique. Il lui dit qu'à partir de demain, il partirait avec eux pour explorer, ce qui le rend très heureux. Le lendemain, ils vont s'arrêter et percevoir la taxe de quelques soldats qui traînaient. Ils entrent en discussion avec les frères du héros qu'ils font partie de la légion de bandits, bien qu'il en doute, car il n'a pas assez de membres. Ils attaquent autres épéistes, mais c'est inutile, car les flèches avec lesquelles ils ont attaqué sont déviées par une seule épée, ce qui surprend beaucoup les frères de notre protagoniste et leur fait savoir que ce type est un épéiste de très haut rang. Le leader se propose courageusement comme un bouclier humain pour que ses camarades puissent s'échapper. Cependant, notre protagoniste fait son apparition et décide bravement d'affronter l'épéiste de haut rang sans aucune peur. L'épéiste dit à le protagoniste de se retirer car il semble très faible. Les frères, quant à eux, disent qu'il est devenu fou car il n'a aucune chance contre ce type, qu'il va sûrement mourir. Cependant, ils décident de lui faire face après un échange de paroles. La bataille commence et ce type attaque notre protagoniste, mais c'est inutile. Notre protagoniste d'un seul mouvement parvient à couper son épée en deux, chose que personne ne pouvait croire. Les frères, sous le choc. L'épéiste, d'un autre côté, était surpris et en même temps avait peur des compétences du protagoniste, car il se considère fort. Mais si son épée a été coupée si facilement, cela signifie sûrement que son adversaire est plus fort. Le protagoniste lui mentionne que c'est maintenant son tour d'attaquer, mais l'épéiste lui demande de lui donner une chance de prendre une autre arme, ce que le protagoniste lui permet, mais il lui donne quelques conseils. Il lui dit de prendre une arme plus dure, car s'il l'avait voulu, il aurait tranché sa tête. L'épéiste a peur. Il demande pardon supplivi. Il dit qu'il paiera les frais quoi qu'il arrive et qu'il soit pardonné. Le protagoniste lui dit que c'est bon, mais que les frais étaient plus élevés, tandis que ses frères étaient vraiment abasourdis. Le leader parle au protagoniste. Quand ils se sont éloignés du danger, il lui demande ce qu'il a fait et où il a appris cela. Le protagoniste lui révèle que c'était la technique qu'il a apprise avec le deuxième frère, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et le leader sait que ses compétences sont de rang supérieur et demande de les enseigner. Le protagoniste accepte. Ils arrivent à un sommet. Le protagoniste montre ses compétences. Dans une sorte de danse et de mouvement, pendant que ses frères l'observent, une fille s'est glissée pour le faire. Le protagoniste abat un arbre avec facilité. Tout le monde faisait des éloges au héros. Il retirait le mot qu'il était très faible. Une fille sur scène dit qu'elle va lui apprendre quelque chose, mais ce n'est pas incroyable. D'un autre côté, ses frères se demandaient qui il était vraiment. Les jours passent, bientôt, nouvelle se répandit que le héros possédait talents incroyables, puisqu'il battait quiconque se mettait sur son chemin. À cause de cela, le leader et ses frères se sont étendus de plus en plus, tant en pouvoir qu'en territoire. Même plusieurs personnes voulaient rejoindre l'organisation de ceux-ci. Trop de candidats voulaient entrer pour apprendre du protagoniste, donner sur lui. Il y a plusieurs informateurs qui vendent des informations sur le protagoniste à des personnes puissantes, sont de la forêt verte, puisque la forêt verte est un endroit où se trouve le meilleur du meilleur. Quand je dis le meilleur, je parle du meilleur. Ce sont des épéistes avec des compétences très fortes. Ils veulent se battre contre le héros, mais ils pensent que ce n'est pas suffisant et veulent arrêter son moment. Cependant, notre protagoniste est cuisinant avec une fille qui lui dit que quelqu'un demande des combats de rang. Il lui dit qu'il a entendu ça, qu'il ne connaît pas pourquoi, jusqu'à ce que la fille lui dise que c'est parce qu'il se moquait de son capitaine. Quelque chose qui a beaucoup énervé notre protagoniste. Elle dit que personne ne devait se moquer de son capitaine, car c'était la personne qui l'avait aidé, et elle se dirige pour lui couper la langue. À qui a-t-il dit ça? Cependant, l'un des frères interrompt, lui disant que son attitude l'inquiète. Mais malgré tout, il le calme et lui dit qu'ils doivent être en forme pour le combat de rang. Le prota se calme et le lendemain, c'est le combat pour ses rangs. Un combat qui n'est pas organisé très souvent dans l'organisation, donc c'était l'occasion pour ceux qui veulent gravir les échelons. Il y avait beaucoup de candidats. Après avoir donné les règles, l'ancien apparaît, celui qui était en train d'acheter des informations sur le prota en pleine bataille. Il arrive très arrogant, même en crachant, sur le leader, disant qu'il est quelqu'un de très puissant et qu'il n'a peur de rien, traitant le leader avec beaucoup d'indifférence, ce qui fait que le protagoniste entend tout cela et apparaît sur scène, et il dit aux anciens présents qu'il veut vraiment être le tout premier fils de sa sainte et chère mère à mourir. Une attitude très différente et badass pour notre protagoniste qui est devenu assez pro, pour ainsi dire.
Au moment où les anciens vaniteux étaient venus insulter le frère de notre protagoniste, et celui-ci, dans un moment de colère, se lance à la rencontre du défi, et ainsi nous entamons ce chapitre avec le protagoniste criant aux quatre vents, qui sera le premier malheureux à se faire fracasser le visage. Face à la menace du prota et à l'aura intimidante de notre prota, les challengers commencent à trembler dans leurs pantalons et commencent à lui montrer un certain respect. Un des types qui venaient avec les anciens, en voyant comment ils avaient tout gâché, leur demande alors qui ils allaient envoyer se battre. Cependant, lui aussi était en train de trembler, et vraiment à cause de la présence du prota qui émanait. Alors, les anciens, sans rien lui dire, le poussent pour qu'il soit celui qui se batte contre le prota, et il n'avait pas fait dans son pantalon, il était devant lui. Eh bien, à ce moment-là, il a dû être assez inquiet. Le sujet apparaît devant le protagoniste et dit que comme ils ne sont pas ennemis, il n'y aura pas besoin d'utiliser d'armes, et qu'ils se battraient tous les deux à main nue, sans rien. Notre prota, sans reculer d'un centimètre, accepte la proposition de son challenger. Le challenger, sans hésiter, il se lance 2 fois pour attaquer notre protagoniste et, sans même avoir besoin de l'esquiver, le prota renvoie un coup de poing au visage de son rival, qui le fait voler sur plusieurs mètres. Ce qui s'est passé provoque l'effroi sur le visage des anciens, et notre prota, sans même avoir reçu un coup, il appelle le suivant à entrer, celui à qui il va casser toute sa sainte mère. Le deuxième challenger se présente également en demandant seulement à utiliser les poings, mais celui-ci n'a même pas eu l'occasion d'attaquer, et notre prota lui met un seul coup avec lequel il le bat. Le troisième challenger, après s'être présenté, demande à utiliser des armes, c'est bon. Lors de leur rencontre, comme c'est la spécialité du prota, il lui dit qu'il va regretter de l'avoir demandé. Et dans un panneau bien épique, il lui inflige une coupure avec l'une de ses compétences, sans même que cela ne se remarque. Le fatigué appelle le prochain adversaire. La situation fait vraiment peur. Aux anciens, eh bien le prota vient de battre 3 de ses hommes d'une manière assez rapide et simple, et en voyant qu'il n'envoyait pas un autre combattant, le prota leur demande s'ils se sont déjà rendus, à quoi les anciens lui demandent du temps pour décider lequel des deux va se battre. Alors, l'un des anciens est défié par le prota, celui qui apparemment avait quelque chose sous le coude. Et il sort un éventail et passe à se présenter et à déclarer les conditions du combat qui se déroulera sans armes. Par conséquent, notre prota procède à laisser son épée plantée dans le sol, ce qui a semblé être un coup totalement sale de la part de l'ancien, qui charge son attaque contre le prota et attaque en utilisant son éventail, qui semble être une arme. Le protagoniste le bloque et ne bronche même pas. L'ancien attaquant commence à se moquer que le prota a déjà épuisé son pouvoir en ne pouvant pas suivre le rythme. Après l'attaque sale de l'ancien, l'autre ancien fait l'éloge de son compagnon et dit que c'est une absurdité de se battre contre lui. Sans armes, le prota arrête les attaques avec son avant-bras. On dirait que l'éventail avait quelque chose qui le rendait faible, et après avoir réalisé que ce n'était pas un éventail ordinaire, le protagoniste qualifie le vieil homme de malheureux et d'un seul coup, il met de l'ordre dans toutes ses idées, tout en lui demandant s'il sait ce qu'est un combat juste et le renvoie valser. Face à un tel événement, ses frères et la fille restent ébahis que leur petit frère ait réussi à faire ça. Une fois qu'il se calme, il ramasse son épée et lui lance le défi au dernier vieux qui était là, qui semble effrayé par la défaite de l'un de ses meilleurs de sa bande. À cela, le vieux montre l'humiliation de se rendre. Il n'y a pas de différence entre l'autre vieux et celui-ci, donc notre prota. En plus de l'insulter, il lui dit que s'il s'en prend encore à l'un de ses frères, il ira le tuer. Personnellement, alors que ses frères se moquent de l'ancien depuis l'arrière, l'ancien accepte qu'il deviendrait maintenant son subordonné. Alors, le prota et ses frères s'en vont manger. Nous changeons de lieu et arrivons au village de Gia, où nous voyons un homme courir parmi les citoyens, et il arrive devant un ancien, à qui il dit que les peurs qu'ils avaient se sont réalisées. Les anciens que le prota a vaincus sortaient du lieu de la bataille de Rangos, et à leur tour, tous deux avaient perdu. À cela, l'ancien s'est avéré être l'un des plus grands démons de la province. Hernan, il s'en fiche complètement. Ça, et qu'il mettrait fin aux bandits des 5 montagnes. En utilisant son énorme armée de subordonnés qui le triplait en nombre. Déjà nuit, nous retournons à la forteresse 5 sommets. Notre prota est en train de nettoyer son épée, et l'un de ses frères lui offre de l'eau tout en louant sa performance. En plus de le surprendre par l'utilisation de sa compétence à l'épée, et comme il lui rappelait certainement les compétences des maîtres d'arts martiaux qui, sans aucun doute, coupent n'importe quoi avec une feuille d'arbre, le protagoniste est désorienté par la prémisse que son frère vient de lui raconter
et il reste là à réfléchir, se demandant s'il doit être apte à le faire, en aspirant à rencontrer quelqu'un comme un jour, déjà la nuit pendant que tous autres dormaient, un des hommes de la garde voit comment ils sont attaqués par le feu, à quoi l'alarme d'attaque se déclenche? Ennemi. Ce qui fait que Nostropotas se fâche à nouveau, le frère aîné avec l'autorité demande qu'il se calme et se prépare pour la bataille. Un des hommes du chef dit qu'il semble que le mur de la forteresse risque de brûler complètement, qu'il sortira pour contre-attaquer, éteindre le feu, et en tant que chef de cette bande, il commence à analyser la situation, empêchant ses hommes de sortir des murs, ordonnant d'accélérer la création du deuxième mur. Cependant, notre prota est contrarié par ce qui s'est passé. Le vieux qui a attaqué la forteresse les félicite s'être laissé provoquer, disant que ceux qui finiront de la manière difficile et en poursuivant leur attaque parviennent à renverser le deuxième mur, cette fois en le tirant avec des crochets, et quand il semblait que le vieux avait réussi à les vaincre, les bandits avaient érigé un troisième mur, qui a laissé tous les ennemis complètement stupéfaits. La situation a fait dérailler les plans du vieux, faisant douter ses hommes. Le vieux affirme qu'il utilisera une autre stratégie, et de la manche, il sort une hache chargée d'une énergie violette, ce qui laisse les bandits confus face à ce qu'ils voient. Cependant, l'un des hommes reconnaît l'homme comme l'un des épéistes célestes. Alors, il reconnaît qui est cet homme qui les attaque, et contre qui ils se battent. Mais le prota semble contrarié, demandant si le leader de l'ennemi est devant le mur. Mais sans attendre plus, le vieux commence à attaquer le mur en bois, contrarié parce qu'on s'est moqué de lui. Cependant, avant qu'il ne brise le mur, le prota le brise de l'intérieur et se lance à l'attaque. Alors que le vieux se demande qui il est, cependant le prota ne répond pas et après avoir demandé au vieux s'il est le leader et sans que personne ne réponde, les deux s'entrechoquent avec leurs armes, impressionnant ainsi le vieux par sa puissance et les deux sont repoussés par le choc. Après s'être ressaisi, la main du vieil homme tremblait, puis il reconnaît qu'il s'agit du célèbre bandit qui a des compétences avec l'épée. L'apparence du prota montre qu'il est vraiment assez en colère et il réplique que ce n'est pas important qu'il ait l'air d'un enfant, mais qu'il vient de mettre le feu à sa maison. Le prota lui reproche d'utiliser le feu, ils sont moins nombreux, et qu'il doit payer pour ce qu'il a fait à sa maison, ce à quoi le vieux lui répond qu'il ne le fera pas, qu'il s'était emparé des 5 sommets et qu'ils étaient devenus populaires, en plus de piller d'autres hommes et que, au nom de la province Hernan, il allait les soumettre. Cependant, le prota le corrige en disant qu'il ne pillait pas, il faisait juste payer les gens pour traverser leur territoire. À quoi le vieux répond que c'est la même chose, et ils continuent à discuter, se persuader. Les propriétaires de ce territoire à quoi le prota le foudroie. Il lui dit que dans une différence d'opinion, c'est certainement le plus fort qui a raison. Ce qui amène le vieux à le sous-estimer et à commencer à le menacer. Ainsi, notre prota perd patience à cause de tant de paroles et le défie à se battre. Des mots irritent le vieux. Il ne baissera pas sa garde ni se retiendra contre lui juste parce qu'il est un enfant. Que si lourd, que tu es le plus mauvais et le plus fort de la région, ce qui rend le prota assez arrogant, lui demandant de ne pas baisser sa garde, qui veut un combat intéressant. Lançant l'attaque des deux, le vieux ne se retient pas et décide d'attaquer avec son mouvement le plus puissant, ce qui surprend le prota par le mouvement qu'il fait pour attaquer. Cependant, il parvient à le bloquer et cela excite le prota, échangeant des coups d'épée qui s'entrechoquent, surprenant le vieux parce que le garçon a bloqué ses attaques. Alors, le garçon lance une contre-attaque qui bloque et fait reculer ce monsieur, et après avoir été retardé, le prota continue à fanfaronner, provoquant frustration en lui, lui demandant pourquoi son art martial est si puissant. Cependant, le prota dit qu'il n'a rien de spécial, juste l'art martial que son frère lui a enseigné. Il dit tout cela, pendant que nous voyons un panneau incroyable. Le vieux semble reconnaître la technique, et le prota dit que personne n'a pu encaisser 2 coups auparavant, et qu'il s'amuse parce que son adversaire lui montre des techniques incroyables, et qu'il veut les imiter, provoquant la colère et l'irritation du vieux, qui lui lance à nouveau une attaque, tout en le flattant de tenter, qu'il ne pourra pas la comprendre. Et pour l'étonnement de tous ses frères et du vieux, le prota parvient à imiter exactement la technique du clan, du Montewa, et que, étant l'une des plus puissantes, c'est l'une des plus élevées et les plus difficiles à apprendre. Et tout le monde derrière la technique venait d'être humilié par un simple petit voyou, juste. Cependant, le vieux, confiant de connaître la technique, se sent capable de la bloquer. Mais pour son malheur, le garçon n'a pas seulement imité la technique, mais à la perfection, au point que toutes les illusions parviennent à attaquer, et pas seulement le corps réel, étant vaincu sur le champ, provoquant une énorme déception chez le prota, qui n'a pas réussi à terminer son attaque. Quand le prota s'apprête à lui couper la tête, le vieux craint pour sa vie et implore la clémence,
jurant qu'il ne les attaquera plus. À quoi le prota lance la menace et dit d'attendre qu'ils tiennent parole. Les frères du prota sont remplis de joie et de fierté, car le 7e frère est sorti victorieux et tout le monde loue sa performance et il gagne l'admiration du vieux. Au loin, caché entre les montagnes, un homme masqué a réussi à voir tout ce qui s'est passé. Qui sera cet homme? Cependant, le chef reproche vraiment au prota d'avoir brisé le mur qu'ils avaient tant de mal à construire. Après la défaite du dernier syndicat de commerçants de la province d'Arnan, officiellement, les bandits des 5 montagnes viennent de prendre le contrôle du territoire. La nouvelle se répand partout, ce qui va certainement amener beaucoup de gens à vouloir rejoindre le groupe des bandits. Un des hommes cherche une solution au problème, envisageant de les attaquer avant qu'ils ne deviennent plus nombreux. Je me demande si ces types sont fous, mais bon, ils viennent de vaincre un épéiste céleste et ils veulent aller chercher la bagarre. Ils peuvent être très forts, mais s'ils n'attaquent pas, la série serait courte et je ne mangerai pas continuer. L'homme a l'air terrifié par la situation, car il commence à croire que le jeune épée pourrait être un disciple du commandant de la forêt verte. Le seigneur démon destructeur du ciel est un homme extrêmement musclé, car il ne parvient pas à comprendre d'où provient cette force si monstrueuse. Du prota, à quoi l'un des hommes réunis réagit en entendant cette hypothèse qui entre dans les temps où le commandant de la forêt verte étend son domaine. Et qu'alors il devrait s'éloigner du garçon. Le leader des marchands de Mansou brise la table et affirme qu'ils ne seront pas humiliés par de simples bandits, causant que les hommes se retrouvent entre l'épée et le mur. Une situation qui semble ne pas avoir d'autre solution que de reculer. Cependant, le leader n'a pas non plus d'idée sur la façon de gérer le prota, nous révélant qu'il était l'homme qui espionnait le combat du prota contre le vieux. Ainsi, le leader des Mansou décide d'aller dans la province de Huanggu, même si ses disciples font savoir qu'il n'y aille pas, car cela plongerait dans plus de chaos. Il semble le leader Mansou ira chercher des alliés pour affronter les bandits. Plus précis sur son maître et sur les membres du clan des arts martiaux des Gudang. Cette révélation surprend ces hommes, car il semble que l'homme soit très célèbre pour ses pouvoirs et ses enseignements. En plus d'être un groupe qui fait partie des 10 plus forts, et ses disciples sont d'un rang très différent, à n'importe lequel d'entre eux, et même à celui du prota, car son âge et son inexpérience joueront en sa défaveur, et une fois que le prota tombera, les autres picos tomberont aussi. Nous passons à une ville où un couple de filles s'excite en trouvant un restaurant qui a la réputation d'être le plus célèbre du village, et que l'une d'elles voulait manger tout ce qu'elle pouvait, toutes deux devraient, avec le prota, qui commence à le flatter en disant qu'il est le plus fort des 5 sommets. Le prota mentionne qu'il y a plus de gens, il gagne plus et qu'il devrait économiser. Les filles disent de ne pas le faire. Parmi les mots, il a gagné pour tout ce qu'il a fait et tout le monde pensait la même chose. Celles-ci ont reçu l'ordre du 2e frère de le faire. Profiter de l'argent. À quoi la fille aux cheveux roses continue d'essayer de faire ce qui lui plaît, alors il accepte. Grâce au prota, nous faisons officiellement la connaissance d'un des nouveaux membres qui semble avoir de la renommée grâce à sa beauté physique. La fille semble être harcelée par un brute qui voulait l'obliger à l'épouser. Pendant qu'il parlait, la silhouette d'un homme au sourire plein de folie apparut. Il s'approchait et il s'avère être celui qui harcelait la fille. Et il s'approche gêne derrière elle, la faisant sursauter. Cependant, la fille aux cheveux roses leur demande de partir, faire à manger. Cependant, il ignore la menace de la fille, changeant la situation, étant celui qui voulait commencer. Une menace? Le prota, voyant le type dépasser les bornes, s'énerve et lui dit de dégager dans 10 secondes. Les mots du prota font rire le type qui commence à compter. La fille aux cheveux roses dit de partir, continuant à lancer des menaces, et même si le type essaie de se montrer dangereux, la fille continue de se moquer. Maintenant cette fille me plaît? Et ce n'est que lorsque la fille mentionne qui est le prota que le type se fait dans ses pantalons. Mais il est trop tard, le garçon a fini de compter. Sans lui donner plus de secondes, il lui donne un coup de pied qui l'envoie valser. Entre les décombres et la poussière apparaît le maître du groupe Gudang qui fait une démonstration de son pouvoir, attirant l'attention du prota. Il se regarde fixement, les laissant aux portes de ce qui promet d'être un véritable combat. Un village l'après-midi, un homme encapuchonné marchait, tandis qu'un homme lui reprochait d'être arrivé sans prévenir, affirmant que s'il avait prévenu, il serait venu le chercher. Et il s'est avéré que cet homme encapuchonné était le maître du groupe Gudang. Son disciple le suit avec inquiétude, car il y aurait un grand scandale si les gens savaient pourquoi on l'a fait appeler. Il était déjà trop tard. Des rumeurs commencent à circuler dans le village, mais les rumeurs s'amplifient. Tu te moques. Les marchands n'étaient pas capables d'arrêter un enfant. Le maître gronde un élève pour s'être laissé déranger par les commérages et l'envoie à un entraînement du corps et de l'esprit. Une fois résolu le problème, alors qu'il parlait, un fort bruit alerta le maître. Un homme est projeté contre un mur.
Cet homme venait d'être frappé par le prota, et c'est ainsi que le maître et le prota se sont croisés du regard pour la première fois. L'élève du maître, qui apparemment a perdu la trace de son maître, voit la foule et essaie de comprendre ce qui s'est passé. Pour être surpris de voir que son maître était là, debout devant le gamin qu'il voulait vaincre. Cependant, il sent que quelque chose est différent dans l'air. Face à la situation, le disciple crie désespérément à son maître, annonçant que c'est le garçon. Problème. Alors son maître lui demande d'arrêter de faire du bruit. Cependant, malgré ce qui semblait être le début d'une bataille frénétique, le maître décide de laisser tomber et évite la confrontation. Le prota, qui a déjà montré son habileté, parvient à reconnaître que le maître n'est pas qui. Alors, nous devons être confiants que si ces deux-là s'affrontent, ce sera un bon combat pour une fois. Face à une situation si tendue, la fille aux cheveux roux gronde le prota d'avoir tout détruit. Eh bien, le chef lui a dit qu'il devait éviter de créer des problèmes pour ne pas être mal vu du village. Bien que le prota s'excuse simplement en disant que c'était la faute du type qui embêtait sa nouvelle petite sœur, à quoi la fille rousse le gronde? Parce qu'il n'aurait pas dû détruire la table avec la nourriture, détruire le local. La vérité, ce type est une bête et pas dans le bon sens. Cependant, il dit qu'il va les impressionner tous, ce à quoi il continue de se plaindre de ne pas attirer l'attention. Il continue à parler de payer les dépenses, mais pas assez pour les vêtements. Mais de tout cela, un truc de la fille aux cheveux roux pour récupérer quelques doublons, elle lui propose de leur enseigner arts martiaux. Et comme le prota avait déjà donné sa parole, quelqu'un va devoir s'exécuter. Encore une fois, le maître est son élève. L'élève doute pourquoi il ne l'a pas éliminé. Cela aurait résolu le problème. Le maître demande si ce n'était pas de lui qu'on parlait comme étant un disciple du Seigneur, démon destructeur. Ah, ça. À son disciple dit, mais le maître n'est pas convaincu. Eh bien, cet homme était un vaniteux, et avoir un garçon aussi exceptionnel que lui ne manquerait pas de le faire frimer devant tout le monde. Et devant un sourire du maître, il s'exclame qu'il est heureux d'être venu, car personne n'aurait pu lui dire qu'il rencontrerait un véritable génie des arts martiaux, ce à quoi il continue à professer que c'est de bon augure. Nous revenons 3 jours en arrière dans les montagnes Gudang, en Huang. Dans ce qui semble être un temple, un homme marche en riant tout en secouant sa barbe. Derrière lui marchait une dame qui tenait un vase enveloppé. Le vieux s'exclame à quel point le paysage est beau au maître de Gudang et qu'il lui apporte un présent, un thé venu du lac de l'Ouest. Ce vieux s'est avéré être le leader du groupe de Gudang. Le maître du groupe se rend compte que c'est un thé difficile à obtenir, ce à quoi il suppose que sa venue apporte quelque chose de très important. Le vieux rit et confirme l'hypothèse du maître. Après avoir pris le thé, le vieux commente la grave situation qu'ils vivent. Les syndicats de marchands, de plus que les mouvements de l'ordre de la forêt verte posent un problème, une situation qui serait très grave si les deux parties sont impliquées et qu'en conséquence, l'un de leurs disciples se retrouverait en danger et il devrait s'en charger. À quoi prévoient de stopper l'avancée de la forêt verte? Le vieux continue à mentionner que tout comme lors de l'événement de la Félune, il a été proposé à ce moment-là que l'Alliance orthodoxe renforce ses troupes, puisque la fée avait l'intention de s'emparer de toute la plaine avec son art martial, et comme il a été vaincu par l'empereur de l'épée et le bretteur de la lune, cependant, ils ne peuvent plus compter sur leur force et personne ne garantit qu'une menace ne se lèvera pas. De même, même les propres groupes pourraient devenir une menace. C'est pourquoi il s'est rendu auprès de l'actuel maître de Gudang pour qu'il stoppe l'avancée du chef de la forêt verte. Et comme cette victoire apporterait une grande réputation au groupe, cela pourrait être le moyen de se débarrasser des bandits des 5 sommets. Le maître accepte et expose sa condition, à savoir qu'il subjugera lui-même les bandits, puisque le maître, ayant protégé Gudang pendant 10 ans, a toujours été en quête de connaître son avenir. Cependant, il n'a jamais pu trouver la fortune auparavant, ni ce qu'est le malheur. Cependant, ce jour-là, il avait reçu l'information qu'une grande fortune se présenterait à lui, et peut-être que son destin est de trouver le prota et de le faire devenir son disciple pour en faire le meilleur épéiste du groupe Gudang. Nous revenons au présent, à la forteresse des bandits des 5 sommets, qui, ayant grandi considérablement grâce à sa popularité, a créé de nouvelles installations. Aidé par une autre force, le chef a recruté des charpentiers et des conseillers avec leurs familles. Le chef est plongé dans la nostalgie en voyant la joie des enfants qui lui rappellent le passé. Cependant, alors que le chef parlait avec l'un de ses frères, l'un des hommes arrive à grande vitesse, demandant où se trouve le prota. Il allait enseigner les arts martiaux aux filles, mais elles sont simplement parties et l'ont largué. Il se plaint dramatiquement pourquoi elles l'ont largué. Nous sommes dans la forêt où le protagoniste enseigne aux filles la méthode de formation des bandits
et qu'à leur premier jour, elles devraient mémoriser 300 mots, tout en apprenant à respirer correctement, le protagoniste commence à montrer aux filles comment faire. Cependant, elles semblent avoir du mal à apprendre 300 mots, ce à quoi le protagoniste prétend qu'elles parviendront à les maîtriser. S'ils s'entraînent au moins 10 ans, et après avoir essayé à nouveau, cette fois un peu plus lentement, les filles parviennent à atteindre un état de concentration, ce qui impressionne notre prota. Et d'une façon, on a l'impression que le protagoniste a grandi, et alors il commence aussi à méditer. Après quelques bonnes heures, les filles réagissent et lorsqu'elles essaient de l'appeler, elles le trouvent dans un état de concentration profond, parvenant même à l'éviter, et son état l'emmène dans une sorte de lieu mystique où le protagoniste se repose avant une confrontation. Le protagoniste commence son entraînement en maniant son épée maîtrise. Il ne parvient pas à atteindre une compréhension complète, mais avant de sombrer dans le désespoir, le prota réagit à la voix de quelqu'un qui lui donne une indication. Le prota, ayant demandé qui c'était, se rend compte que la voix venait de son reflet, commence à lui montrer la manière de se déplacer, et peu à peu le prota parvient à comprendre et appliquer les concepts de l'entraînement. Revenons au monde réel. Les filles sont impressionnées par son niveau de concentration. Sa concentration était telle que son corps lévitait. Une lumière mystique enveloppe son corps, et l'apparition de 5 fleurs qui ouvrent pétales, montrant la concentration du prota et son aura, qui est à un autre niveau. Le prota reprend ses esprits et toute l'aura disparaît. Les filles impressionnées par ce qu'elles viennent de voir sont émues. Elles s'intéressent encore plus à apprendre beaucoup plus et le complimentent, ce qui fait rougir le prota. Il répond qu'elles doivent continuer à s'entraîner. En continuant le chemin, le prota et les filles retournent à la base et demandent si les installations étaient déjà terminées. Ils seraient arrêtés par le chef de la bande qui leur demande où ils avaient été. Le chef commence à raconter la terrible situation au prota. Le maître de Gudang attaquera la forteresse des 5 sommets. La nuit tombée, nous apprenons que de nombreux membres de la bande ont déserté en raison de la menace du maître de Gudang. La situation provoque une grande peur chez le chef de la bande, qui demande à ses frères ce qu'ils vont faire. Le prota a l'air assez affligé par la nouvelle. Pendant ce temps, le chef reçoit l'idée de s'échapper avant l'attaque imminente, ce qui ne semble pas lui plaire. Consultant l'un de ses conseillers, le vieux se moque, affirmant que ces tactiques ne fonctionneraient pas contre ce maître, créant du sulfure parmi les membres de la bande. Cependant, il semble que le destin de la bande soit scellé. Ils sont finis. Le conseiller du chef mentionne que ce maître est l'un des plus forts qui existent et que ses disciples sont de véritables monstres, ce qui crée la panique parmi les frères. Beaucoup se demandent s'il serait de fuir. Néanmoins, le chef fait taire tout le monde et consulte le prota. La pièce tombe dans un silence aberrant. Cependant, le prota ne sait pas non plus comment résoudre la situation. Étant le dernier espoir de la bande, il semble que tout s'effondre. Le vieux conseiller, plein de colère, s'exclame qu'il reste pour mourir ceux qui décident de fuir, de là provoquant. Ainsi, tous les présents décidèrent de déserter, sauf les filles qui étaient encore effrayées, qui restaient. Seules 10 personnes sont restées en attente de ce qui allait se passer. Le chef remercie ceux qui sont restés. Il sait que la meilleure alternative serait de fuir. Mais il reste en attente de trouver une solution, pour ce qu'il a construit, un endroit où des familles peuvent vivre et ceux qui se battent pour cela. La forte tension du moment se fait sentir dans le vent qui emporte une feuille, arrivant dans les mains du prota, lui faisant se demander si ce maître peut couper avec une simple feuille, tout en regardant et en parlant avec une forte détermination. Déjà avancé dans la nuit, le chef, en train de reconstruire le mur qui les protège, il reste pensif. Concernant le prota a demandé si ce maître de Gudang pouvait couper quelqu'un avec une feuille. Le chef lui a répondu que, fort, il doute qu'il soit capable de cet acte. À cela, le prota, apprenant que le maître n'était pas capable de ce mythe, commence à le sous-estimer, considérant qu'ils sont capables de l'affronter, générant un impact sur tous les présents, en plus de créer une petite lueur d'espoir pour le chef, qui a peu à peu été diminuée par tout ce que le conseiller a mentionné, et que finalement ce soit un individu qui lui ait enlevé la vie à son petit frère, le conduisant à se demander si c'était l'alternative, d'emmener un enfant au milieu d'un combat à mort, pour sauver la forteresse des 5 pics. D'un moment à l'autre, le chef commence à évoquer tout le bon qu'il a vécu, générant de la peur chez ses sujets, qu'on lui dit qu'il n'a pas à se sentir ainsi, que le prota pourrait s'en charger. Le chef est rempli de ses sentiments, de ne vouloir perdre personne. Il décide qu'ils ne se battront pas et que la bande des 5 pics sera dissoute. Le chef est incapable de quitter sa base. Un lien de la paroi en rondin de la base se détache et était sur le point de tomber sur le chef. Mais finalement, aucun des subordonnés n'était parti. Ses membres, les plus fidèles, étaient restés pour défendre leur foyer. Étant soulevés par l'un des subordonnés, tous les membres commencent à réparer le mur.
Une fois qu'ils ont terminé toute cette réunion autour d'un feu de camp, le chef décide que même s'ils seront attaqués le matin, ils monteront la garde et en même temps, il pensait à la chance qu'il avait d'avoir cette famille et comment, malgré le fait d'avoir dans son groupe des voleurs, des agriculteurs et d'autres, tous avaient décidé de se battre en lui faisant confiance. En les remerciant, l'un de ses frères se moque, disant dommage s'en soit rendu compte. À cela, la fille dangereuse demande au chef s'ils sont prêts à mourir ou à vivre à leur côté, qu'ils leur permettent d'être leur sœur. Après discuter avec le reste des frères, ils rendent officiel. Les membres de la famille étaient 10. Tous, malgré la situation qui les attendait, pouvaient se montrer assez heureux. C'est pourquoi ils avaient même notre Brota, qui a connu un changement dans sa vie, passant d'être humilié par sa vraie famille à faire partie d'une véritable famille royale. Une nouvelle matinée est arrivée, et nous pouvons voir le maître avancer avec le leader docile, et tout le groupe de ses subordonnés pour lancer une dernière attaque avec laquelle faire face et mettre fin à la bande des 5 pics.